Le mouvement et le repos. Ça a l'air super simple, non? On a tous l'impression de savoir exactement ce que ça veut dire. Mais vous allez voir, la réalité est pas mal plus complexe et honnêtement, beaucoup plus fascinante qu'on le pense. C'est ça qu'on explore ensemble aujourd'hui. Pour se mettre dans l'ambiance, il y a cette citation de Blaise Pascal qui est parfaite. « Notre nature est dans le mouvement. Le repos entier est la mort. » Wow! C'est puissant, non? Ça nous dit que le mouvement, c'est pas juste une affaire de physique. C'est au cœur même de la vie. Et ça nous amène directement à la question qui tue, celle qui est au centre de tout ça. Est-ce que c'est possible d'être à la fois immobile et en mouvement en même temps? Ça sonne comme une contradiction totale, pas vrai? Eh bien, la réponse est tout sauf simple. OK, alors on plonge. Première partie, on s'attaque au paradoxe du mouvement. On va décortiquer ensemble cette idée qui, à première vue, a juste l'air impossible. Pour bien comprendre, prenons une situation que tout le monde connaît. Imaginez un autobus qui roule en ville. Dans le bus, on a Ahmed, assis bien tranquille. On a aussi Fatima qui, elle, marche vers l'arrière du bus. Et sur le trottoir, il y a Saïd qui regarde le bus passer. On a donc 3 personnes, une seule scène, mais comme on va le voir, plusieurs réalités. C'est là que ça devient vraiment le fun. Si on demande à Ahmed « Est-ce que tu bouges par rapport au bus? » il va dire « Mais non, je suis assis. » Logique. Mais si on pose la même question à Saïd sur le trottoir, lui il va répondre « Bien sûr qu'il bouge, je le vois passer. » Et Fatima dans tout ça. Pour Ahmed, elle marche, donc elle bouge, mais pour Saïd, son mouvement s'ajoute à celui du bus. Bref, tout le monde a une réponse différente pour la même situation. C'est un vrai casse-tête. Alors, comment on s'en sort? Comment est-ce que tout le monde peut avoir raison en même temps? La solution tient en un seul mot, un mot super important, le référentiel. C'est quoi ça? C'est tout simplement le point de vue qu'on choisit pour observer, l'objet par rapport auquel on décide de décrire le mouvement. C'est la clé qui explique tout. Et voilà le cœur de l'affaire. Le mouvement est relatif. Ça veut dire qu'il n'existe pas de mouvement ou de repos absolu. Tout, mais absolument tout, dépend du point de vue. Saïd utilise la route comme référence, alors que pour Ahmed, sa référence, c'est son siège dans le bus. On change de référentiel et hop, on change complètement la description du mouvement. C'est aussi simple et puissant que ça. Bon, maintenant qu'on a établi que tout est une question de point de vue, passons à autre chose. Une fois qu'on s'entend pour dire qu'un objet bouge, comment on décrit son chemin? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Ce chemin, en physique, ça a un nom. C'est la trajectoire. Pensez à ça comme une trace de pas dans la neige ou la ligne que laisse un avion dans le ciel. C'est l'ensemble de tous les points par où un objet est à passer. Il y a 3 types principaux. Le plus simple, c'est la trajectoire rectiligne. Le nom le dit, ça va en ligne droite. Pensez à une boule de quilles qui fonce vers le bout de l'allée. Direct, simple. Ensuite, on a la trajectoire circulaire. Encore une fois, c'est dans le nom. L'objet se déplace en cercle ou en arc de cercle. L'exemple classique, la grande roue. Chaque cabine suit un parcours parfaitement circulaire. Et finalement, la trajectoire curviligne. Ça, c'est un peu la catégorie « toutes ces réponses ». En gros, si c'est une courbe mais que ce n'est pas un cercle parfait, c'est curviligne. Une feuille morte qui tombe d'un arbre, un ballon lancé en cloche, c'est ça. OK, on a le chemin, la trajectoire. Maintenant, comment l'objet se déplace sur ce chemin? Il y a 2 grandes manières de bouger. En gros, on peut se demander, est-ce que ça glisse ou est-ce que ça tourne? Le premier type, c'est la translation. L'idée importante ici, c'est que l'objet au complet se déplace mais sans jamais pivoter, sans changer d'orientation. Imaginez un plateau de service qu'on glisse sur une table. Le plateau avance, mais reste toujours pointé dans la même direction. Un exemple parfait de ça, c'est un ascenseur. La cabine monte, elle descend, mais elle reste toujours droite. Le plancher est toujours parallèle à lui-même à chaque instant. C'est de la translation pure. L'autre grande famille, c'est complètement différent, c'est la rotation. Là, au lieu de glisser, l'objet tourne sur lui-même, autour d'un point fixe ou d'une ligne qu'on appelle un axe de rotation. L'exemple le plus évident, c'est une roue. N'importe quel point sur la roue va décrire un cercle autour du centre de l'essieu. Un point sur le pneu fait un grand cercle, un point proche du centre en fait un tout petit, mais tout l'objet tourne ensemble autour du même axe. Donc, pour faire ça simple, ça glisse sans tourner. Tous les points vont dans la même direction. Rotation, ça tourne sur place. Tous les points tournent autour d'un centre. C'est ça, la grosse différence fondamentale. OK, on arrive à la conclusion. Ramenons tout ça ensemble pour voir ce que ça nous dit. La grande idée à retenir de tout ça, c'est que pour décrire un mouvement, ça ne suffit pas de regarder. Il faut faire un choix conscient, le choix d'un point de vue. Sans ce fameux référentiel, les mots « bouger » ou « être immobile », eh bien, ils ne veulent plus dire grand-chose. Ce qui nous ramène à la toute dernière question. En ce moment même, une personne assise est-elle en mouvement ou au repos? Par rapport à sa chaise, c'est le repos total, c'est sûr.
Sauf que cette chaise, elle est sur la planète Terre. Et la Terre, elle tourne sur elle-même à plus de 1000 km par heure, tout en fonçant dans l'espace autour du Soleil. Alors, immobile ou en mouvement? La réponse, finalement, c'est que ça dépend entièrement de notre point de vue.